Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts YouTube de Dinis Guarda et en partenariat avec openbusinesscouncil.org et ctcabc.com. Une fois de plus, nous sommes ici pour profiler les leaders mondiaux et les personnalités qui changent le monde. Et aujourd'hui, je suis vraiment assez fier de cette interview. Et en fait, j'ai hâte parce que je dirais que je suis un fan de la personnalité que j'interviewe et cela a impacté ma vie. Donc, je pense que la valeur que je lis normalement est assez grande. Ça, je vais probablement la séparer de cette partie. Mais j'interviewe Lars Sjöberg Christensen, qui est une personnalité senior, un banquier danois, entrepreneur et investisseur. Nous avons cofondé ce qui est devenu la Saxo Bank et aussi une plateforme de trading et d'investissement multi-actifs financiers qui a en fait changé la façon dont le trading mondial est traité et aussi changé la façon dont le trading forex est fait dans le monde entier, mais aussi était l'une des premières entreprises fintech dans le monde qui a créé beaucoup de choses dont nous discutons actuellement en termes de finance et de technologie. Lars Christensen est également le fondateur et président de Concordium, une blockchain qui permet aux individus, aux entreprises et aux institutions publiques d'utiliser la technologie blockchain sans autorisation de manière privée, fiable, évolutive et conforme aux réglementations et très axée sur la création de nouveaux systèmes d'identité dans différents domaines. Je pense que le curriculum vitae et le parcours de Lars sont incroyables, ayant créé l'une des institutions financières les plus importantes au Danemark, mais aussi en Suisse et dans le monde entier, mais aussi son papier en termes de définition des idées, des tendances et aussi de la culture en termes de gouvernance. Je suis un grand fan du travail que Lars a fait. J'étais aussi un employé de Saxo Bank, donc j'ai le privilège de travailler de près avec l'organisation, d'apprendre beaucoup. En fait, une partie de mon formation financière, d'entreprise, de culture et de gestion, je dois dire avec honneur et respect, ils étaient en partie grâce à l'ARS, enseignement, pas directement, mais aussi en tant qu'employé que j'étais. Et je suis en fait assez privilégié d'être ici. Et je dis cela avec une humble humilité, mais aussi avec une fierté. Et aussi, l'une des choses que je respecte chez Lars, c'est sa capacité de leadership intellectuel et les fortes opinions en termes d'idées, de finances, de société, mais aussi en termes de changement des choses. Lars est un investisseur actif et aussi un entrepreneur qui a été impliqué du business de restaurant au football et à plusieurs restaurants gastronomiques et a aussi été derrière les premiers 3 restaurants étoilés Michelin Géranium à Copenhague et l'emblématique CAFO, c'est Dantorel aussi à Copenhague, Danemark. Je pense que la biographie peut aller plus loin. Je ferai probablement une séparation pour la bio parce que je sais qu'il a aussi un énorme suivi en termes d'écosystème de Saxo Bank et maintenant Concordio. Et j'ai hâte de parler et de discuter des idées et de l'impact de son travail et de l'impact qui est encore très présent en ce moment. Alors Lars, bienvenue dans notre série. Merci beaucoup pour cette introduction détaillée et amicale. Je l'apprécie. Ravi de vous revoir. Non, c'est mon plaisir et je pense que je suis vraiment honoré d'être ici avec vous, mais aussi j'apprends toujours avec vous. C'est l'une des choses que j'aime chez Saxo Bank et j'espère que nous transmettons cela à notre public dans le monde entier, de quelqu'un qui a réellement ouvert la voie, mais aussi avec initiative, responsabilité et en fait par l'exemple, ce que j'admire profondément. Alors Lars, j'aimerais commencer par, donc vous avez un parcours fantastique dont nous pourrions probablement parler pendant quelques heures. Mais je pense que j'aimerais commencer par vos bases. Je pense que probablement les gens ne savent pas grand-chose sur vos bases, vos principes. Et j'aimerais dire parce que, étant aussi danois, et je sais que vous êtes très fier, bien que vous soyez un citoyen du monde, je pense un peu à votre éducation et à la base qui est probablement l'une des choses qui est moins connue, surtout depuis votre enfance, pour devenir qui vous êtes maintenant. Ouais, Je dirais, ouais, mon éducation était largement pertinente pour ce que je fais parce que je n'ai jamais eu d'éducation financière ou économique. Et bien que j'étais probablement toujours meilleur en mathématiques qu'en langue, je préférais la langue, donc je me suis concentré sur cela et j'ai appris le latin et le grec ancien qui ne m'ont pas souvent été utiles, mais c'est un joli passe-temps.
mais je ne suis jamais allé à l'université. J'ai pris une année sabbatique lorsque j'ai terminé les petites études qualifiantes et je n'y suis jamais retourné parce que j'étais tellement enthousiaste à l'idée de faire des affaires. Donc, je dirais que tout ce qui concerne la finance, l'économie et la blockchain, je suis plutôt autodidacte, mais je peux lire le latin, mais cela ne m'a pas beaucoup aidé. Mais cela vous a probablement apporté les idées et la force d'esprit que vous avez. Et je pense que j'ai partagé cette passion avec vous, la langue et la littérature. Vous êtes également un écrivain et possédez de nombreuses choses. Alors commençons par une question liée. Alors, étant une personne de langue ancienne et de littérature aussi, de toutes ces parties, comment en êtes-vous venu à créer l'une des plus grandes et des plus innovantes banques du monde? Je pense que c'est une bonne histoire. Oui, à travers une variété de moyens, je dirais que je n'ai pas réellement, quand j'étais jeune, je ne regardais pas particulièrement le secteur financier, mais quand j'étais dans la vingtaine, je suis devenu fasciné. Certains amis sont allés à Londres et ont réussi. J'ai commencé à lire le Financial Times, etc. Un jour, j'ai réalisé que je devais vivre cette expérience. Donc, après avoir fait diverses choses, j'ai eu un bar en Espagne. J'ai travaillé dans un restaurant et je me suis dit, tu sais, ben, c'est amusant. Pour boucler la boucle, comme vous l'avez mentionné, je suis revenu à posséder quelques bons restaurants, mais je voulais autre chose à ce moment-là. Et je suis allé à Londres avec mon modeste bagage acquis en lisant le Financial Times et en étudiant divers cours et livres financiers. J'ai fait le tour de quelques courtiers et j'ai dit, je pense que je peux vous aider à construire un marché au Danemark, en particulier d'où je viens. À cette époque, à Londres, c'était comme s'ils n'avaient presque jamais entendu parler du continent. Pour eux, c'était très exotique, ça, ils ont décidé d'essayer. Et j'ai obtenu un emploi lors de ma deuxième ou troisième entrevue. Et j'ai continué à apprendre et me suis un peu concentré sur l'essai d'apporter des dérivés et des changes étrangers au Danemark, ce qui n'était pas très répandu à l'époque, mais je l'ai trouvé excitant et j'ai eu un certain succès avec ça et j'ai obtenu quelques clients, gagné un peu d'argent, puis j'ai eu l'opportunité de l'un de mes clients de démarrer une petite société de courtage avec lui. Mon partenaire de nombreuses années venait de là et nous avons fondé une très petite entreprise qui est ensuite devenue Saxo Bank. Les premières années, je travaillais en fait à Londres pour soutenir cette petite entreprise dans mon travail de l'époque. Mais après quelques années, j'ai pensé que j'aimerais être sur le terrain et je l'ai rejoint à partir d'environ 1995. Nous avons fondé la société en 1992. Donc, c'est ainsi que je suis arrivé là. Et ensuite, évidemment, la raison de faire votre propre chose était que certaines des choses que j'ai vues à Londres ne m'ont pas beaucoup impressionné. Et ensuite, nous avons eu ce genre de sentiment que peut-être nous pourrions faire quelque chose de mieux, peut-être que nous pourrions faire quelque chose de plus centré sur le client. Et en fait, je n'avais aucune idée de l'Internet à l'époque. Cela est devenu après quelques années. Et ensuite, évidemment, cela est devenu notre principal focus lorsque nous avons réalisé qu'il y avait quelque chose ici qui pourrait avoir un potentiel transformateur, non seulement pour l'industrie financière, mais aussi pour le monde dans son ensemble. Donc, à partir du moment où nous nous sommes engagés pour la première fois, nous sommes devenus de plus en plus enthousiastes et nous avons fini par lancer l'une des premières plateformes de trading au monde pour le change de devises. Et par la suite, bien sûr, cela est devenu une offre beaucoup plus large, beaucoup plus multi-active que simplement le change de devises, mais nous avons commencé avec le change de devise et cela s'y prête bien car les anciens jours du change de devise étaient très élitistes, si vous voulez. Vous êtes présent avec deux mains et deux oreilles. Vous savez, il y a une limite au nombre de téléphones que vous pouvez gérer et vous avez tout le tableau de bord qui s'allume devant vous quand quelque chose d'important se passe et vous essayez de voir qui vous choisiriez en premier, vous savez. Mais avec Internet, nous avons eu la possibilité de servir d'abord des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de personnes en même temps.
et à bien des égards, et cela a élargi cette industrie à un public beaucoup plus large qu'auparavant. Oui, définitivement, Saxo Bank a créé une révolution de pointe en termes de trading et était probablement aussi la première plateforme technologique, comme vous l'avez dit. C'était une banque basée sur Internet et un trading basé sur Internet. Donc, pouvez-vous nous parler de, parce que comme vous l'avez dit, c'était le début de l'Internet. Et Saxo Bank, dès le début, a adopté toutes ces différentes parties et a réellement créé une culture qui apporterait la Silicon Valley au Danemark, mais ayant aussi la culture du Danemark au monde, ce qui était assez unique, les différentes cultures que vous avez apportées à l'équipe, apportées à l'équipe les multinationales, la portée internationale et aussi l'innovation, car elle continue l'innovation à la fois de la technologie, de la finance et de la culture. Donc, si vous pouviez parler de l'histoire et de la conception à ce niveau. J'apprenais en faisant, et puis je trouvais des moyens d'avancer qui étaient un peu différents de la façon dont les autres faisaient les choses. Bah, une partie du plan les premières années. Mais ensuite, cela a réellement existé à peine en 92 lorsque nous avons créé l'entreprise. Mais nous avons vu le potentiel de cela relativement tôt. Au moins, nous avons trouvé une façon unique de nous différencier. Les grandes banques ne sont arrivées que bien plus tard avec leur plateforme de trading. E-Trade était un adopteur précoce sur les marchés boursiers, mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais nous pensions, vous savez, peut-être que sur ce seul point, nous pourrions avoir un avantage vis-à-vis du reste du marché. Vous savez, lorsque nous faisions du trading normal, nous n'avions pas autant de capital que les grandes banques, nous n'avions pas les mêmes magnifiques palais de marbre, nous ne pouvions pas embaucher des analystes à 1 million de dollars, vous savez, donc nous cherchions vraiment à trouver un angle et cet angle s'est avéré être Internet d'abord avec un site web très précoce et par la suite, bien sûr, avec la plateforme de trading elle-même. Donc c'était vraiment très l'art du nécessaire et essayer de penser à des moyens par lesquels nous pourrions nous différencier dans un monde assez encombré de personnes qui décrochent simplement le téléphone et vous donnent un prix, vous savez. Donc, je dirais que cela vient beaucoup de cette nécessité de se différencier. Par la suite, ben, nous avons réalisé que la demande était peut-être que nous avons touché quelque chose de juste dès le début. En fait, nous n'avons pas eu beaucoup de clients, mais nous avons commencé à voir de l'intérêt de la part de personnes qui n'auraient pas passé 5 minutes avec nous auparavant, des grandes banques, parce qu'elles commençaient à comprendre que peut-être c'était une nouvelle façon de faire les choses. Donc, tout à coup, nous avions, vous savez, des gens de Deutsche et Goldman qui nous appelaient sans être sollicités, ce qui n'aurait certainement pas eu lieu avant cela et n'était pas vraiment justifié par notre taille. C'est probablement à ce moment-là que nous avons réalisé avoir eu de la chance et touché une tendance précoce. Et la chose à propos des nombreuses nationalités était en fait aussi un apprentissage par la pratique. Vous savez, nous avions en fait une équipe qui venait du Portugal. Disons, vous savez, nous aimons vraiment ça. Nous aimons cette plateforme et nous voulons travailler pour vous. Et nous sommes, comme vous savez bien, que nous n'avons pas d'affaires au Portugal. Il a dit que cela n'a pas d'importance et qu'ils le construiront. Et ils l'ont fait. Et c'était un peu quand nous avons réalisé que nous pourrions voyager beaucoup plus loin que le Danemark et la Scandinavie et aussi l'avantage d'avoir des gens locaux impliqués. Tu sais, parce qu'à cette époque, au moins, c'était vraiment, tu sais, si tu avais quelqu'un qui voyageait pour présenter leurs capacités, ça marcherait. Ce serait des gaz anglais, des gaz américains. La langue serait l'anglais. Et puis, nous avons réalisé qu'en fait, dans bien des manières, si vous avez des gens qui parlent la langue locale, ont une compréhension de cette culture, nous avons aussi eu une aventure. Je dirais que c'était en fait plus important pour moi de savoir si les gens venaient avec une nouvelle ouverture d'un nouveau domaine, d'un nouveau pays, d'un nouveau groupe linguistique, plus que s'ils avaient un master en administration des affaires ou un curriculum vitae très impressionnant, car nous avons vu que ce qui fonctionnait, c'était de prendre cette technologie qui était assez rare à l'époque. Vous savez, moi, il n'y avait pas beaucoup de concurrence et quand nous pouvions sortir cela et aussi comprendre le local, la zone locale, le pays local, nous le ferions. Nous allions d'abord, nous n'aurions presque jamais de concurrence directe et deuxièmement, la petite concurrence qui existait venait de Londres et de New York et parlait tout en anglais et donc nous sommes devenus de grands fans
de l'acquisition autant de langues que possible et aussi de la construction de la plateforme elle-même dans de nombreuses langues. Je pense assez tôt, il était en 5, 10 langues et probablement 30, sinon plus de langues aujourd'hui. Donc, être capable de servir les gens dans une langue, être capable de donner aux gens une plateforme dans leur langue, être capable d'avoir des gens qui sortent vendre le produit dans la langue locale. Mais je pense que cela a très bien fonctionné pour nous. Et donc, nous avons fini avec cela tour de Babel, 50 à 60 nationalités différentes à un stade assez précoce, ce qui est bien sûr aussi intéressant d'un point de vue culturel, car vous obtenez beaucoup d'entrées différentes et une bien meilleure compréhension de la façon exacte dont vous faites des affaires au Portugal, exactement comment vous le faites en Grèce, exactement comment vous le faites en Afrique du Sud ou partout ailleurs où nous sommes allés. Donc, encore une fois, c'était un peu apprendre en faisant. Nous avons vu de bons résultats. Et nous avons dit, vous savez, comme nous essayons toujours de le faire, prendre des chances, essayer quelque chose d'un peu différent. Et si ça marchait, nous en ferions plus. Et si ça ne marchait pas, au moins parfois, nous avons aussi réussi à l'arrêter avant qu'il ne soit trop coûteux. Et alors, trop d'un échec, ouais, et c'était Vraiment impressionnant d'être aussi l'une de ces personnes et aussi d'être portugais et un peu français. J'étais là, bien sûr, en fait, j'étais responsable en partie de gérer les langues. Donc, c'était aussi l'une de mes tâches là-bas. Mais l'une des choses que je veux discuter avec notre public et explorer, c'est donc quand vous construisez la plateforme, comme vous l'avez dit, c'était le début d'Internet. J'étais pré-Internet et puis Internet, et il n'y avait vraiment pas quelque chose, comme nous l'avons dit, nous appelons le trading, et surtout la technologie pour le trading, et la plupart, comme vous l'avez dit, c'était Wall Street et probablement Londres et un peu de Hong Kong à l'époque. Et surtout, l'une des choses que Saxo Bank a faites était de démocratiser le principe du trading d'abord par les institutions, utilisant la technologie, et ensuite par le commerce de détail dans le monde entier. Et comme vous l'avez dit, surtout en Forex initialement, mais aussi les différents actifs par la suite, c'était probablement l'une des premières conceptions à l'échelle mondiale. Souvenez-vous, les fintechs n'existaient pas et je suis devenu l'un des principaux responsables des discussions mondiales sur ce sujet. Mais pouvez-vous nous parler de la partie construction de la plateforme de trading dont je me souviens? C'était toujours une plateforme de pointe, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose de très futuriste. je pense que nous avons été chanceux en ce sens que notre principal intérêt à l'époque était le change, oui, et le change est vraiment très concentré dans relativement peu de croisements, vous savez. Donc, si vous aviez les 10 ou 12 principaux croisements, vous aviez une très bonne sélection qui couvrirait probablement plus de 95% de tout le trading dans le monde, n'est-ce pas? Et c'est aussi plus facile à gérer que si vous vouliez vous connecter et intégrer avec des interfaces de programmation d'applications à 15 différentes bourses et tout ça, n'est-ce pas? Et puis beaucoup, beaucoup plus d'instruments, etc. Donc les premières versions de la plateforme étaient en fait assez simples. Nous avons intégré certains flux de prix. Nous avions une sélection relativement limitée d'instruments, mais ces instruments étaient des instruments populaires que les gens aiment échanger. Je pense qu'aujourd'hui, je veux dire, j'ai vendu mes dernières années au Texas, il y a environ 4 ans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a comme 30 ou 40 000 instruments sur la plateforme dans toutes sortes de classes d'actifs. Mais à l'époque, c'était vraiment les 10 meilleures croix d'échange de points. Et la plupart des échanges dans le monde incluent le dollar américain sous une forme ou une autre. Donc, je pense que nous avons eu de la chance car dans les premières itérations, la plateforme n'était pas vraiment si compliquée. C'était plutôt le modèle qui était nouveau. D'autres personnes auraient probablement pu construire ce type de plateforme, mais elles ne l'ont pas fait, du moins seulement des années plus tard. Et donc, le change reste mon domaine d'investissement préféré. J'adore le change, c'est un marché très profond, c'est un marché très liquide. Quand vous parlez des principales devises, vous pouvez avoir de grosses positions sans déplacer les marchés. Ben, personne ne sait vraiment plus à ce sujet que vous savez. Si vous prenez une entreprise moyenne, il y a probablement 1 000 personnes qui travaillent dans cette entreprise qui comprennent mieux que vous et les personnes externes.
Ce qui est important dans cette entreprise, mais en matière de change, personne n'a vraiment un ex. Je veux dire, il y a peut-être quelques banquiers centraux ici et là, mais ils ne sortiraient pas et ne partageraient pas ces informations. C'est donc un marché très démocratique. En ce sens aussi, vous savez, si vous n'êtes pas désavantagé par le fait que d'autres personnes connaissent des informations importantes avant vous, parce que ce qui est une information importante dans la figure qui sort, c'est un chiffre de balance commerciale qui sort et nous le voyons tous en même temps, n'est-ce pas? Donc, j'aime sur l'échange, c'est un excellent marché et rétrospectivement, c'était probablement assez chanceux que ce soit notre focus à ce moment-là parce que c'était une plateforme plus facile à réaliser que si elle avait dû avoir des tonnes d'intégration, d'échanges, etc. Oui, donc la plateforme est devenue une plateforme de pointe et je me souviens qu'à l'époque, bien que Saxo Bank était une banque, la plupart des employés étaient des gens de la technologie. Je pense probablement que 70 à 80% étaient des gens de la technologie. Pouvez-vous nous parler de cette partie, de comment construire vraiment une technologie très forte, alors qu'à l'époque, les banques étaient encore des finances conventionnelles et ainsi de suite? Je ne pense pas que c'était si biaisé. Je dirais que la plupart du temps, après que nous nous sommes concentrés sur cela, c'était peut-être 40 personnes de la technologie, je dirais, comme je m'en souviens, et je pense que c'est à peu près la situation aujourd'hui, mais bien sûr, c'est toujours un pourcentage très élevé de personnes de la technologie dans une institution financière, et c'était certainement le cas à cette époque. Autrefois, mais les gens étaient moins concentrés sur la technologie, et de nos jours, mais c'est plus courant et on en trouve bien davantage des pourcentages beaucoup plus élevés, mais à cette époque, les gens étaient des commerçants, ils étaient des vendeurs, ils étaient des directeurs de compte, assis là à faire leur téléphone et moins concentrés sur la technologie. Alors, ce n'était pas habituel pour nous, et je me souviens qu'en interne, beaucoup de ces rôles plus traditionnels étaient, comme vous savez, pourquoi vous gaspillez votre argent sur ces choses? Ça ne va jamais, jamais fonctionner. Vous savez, les gens veulent me parler au téléphone, vous savez, vous ne devriez pas dépenser tous nos bénéfices sur ces trucs technologiques. Euh, mais, euh, mais à la fin, je pense que la plupart d'entre eux ont convenu que ce n'était peut-être pas une si mauvaise solution. Mais ce n'était pas aussi évident. À l'époque, vous savez, même l'Internet n'était pas aussi évident parce que beaucoup de gens en ces jours-là, beaucoup pensaient que l'Internet était juste une mode amusante permettant d'échanger des informations et de faire de nouvelles choses, mais sans réelle importance. Cela peut sembler incroyable aujourd'hui, mais c'était une vision répandue à l'époque au milieu, à la fin des années 90, un peu comme l'espace blockchain aujourd'hui où les gens se disent est-ce si important et pas tant de gens l'utilisent et je ne le comprends pas vraiment. De toute façon, peut-être que ce n'est pas important. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de parallèles entre les premiers jours d'Internet et l'état dans lequel nous sommes dans l'espace blockchain, mais peut-être que nous pourrons y revenir. Mais ce n'était pas aussi évident à l'époque et ce n'était pas non plus évident pour les gens qu'il était beaucoup plus facile de s'asseoir et de cliquer sur un bouton pour échanger ou d'appuyer sur un numéro pour échanger plutôt que de décrocher le téléphone. Donc, il a fallu du temps pour que les gens l'adoptent, mais finalement, c'est devenu la façon dont nous faisons les choses et nous n'y pensons plus, n'est-ce pas? Mais à l'époque, beaucoup de gens étaient très sceptiques à l'égard d'Internet et il était assez difficile de travailler avec, vous savez, avant les portails vers l'Internet étaient vraiment là. Vous savez, c'était assez geek dans les toutes premières étapes, vous savez, avant que vous n'ayez vraiment de navigateur, etc., n'est-ce pas? Donc, je vois beaucoup de parallèles, vous savez. Puis, en fait, un autre angle portugais que vous pourriez aimer, mais nous avions un courtier particulier à Porto, au Portugal, qui aimait tellement la plateforme qu'ils ont dit, vous savez, nous voulons une plateforme comme celle-ci pour nos clients. Et nous avons dit, eh bien, nous ne l'avons pas construite pour ça, nous l'avons construite pour que vous puissiez échanger avec nous. Ils ont dit, maintenant, nous en voulons une que nous pouvons donner à nos clients. Et pour être honnête, nous n'avions pas trop réfléchi à cet aspect, mais ils étaient si insistants et un bon client. Alors nous avons dit, d'accord, nous allons essayer. Alors nous avons fait ce qui est devenu par la suite notre stratégie de marque blanche que d'autres institutions financières peuvent prendre notre infrastructure et la marquer avec leur identité, créant ainsi évidemment un écosystème beaucoup plus grand pour nous-mêmes, les gens dans d'autres institutions financières, sortant et essentiellement
promouvoir notre plateforme. Puis nous avons trouvé divers moyens de partager les bénéfices avec les gens, facilitant la décision. Nous n'avons pas demandé une grande redevance de licence, mais nous avons vécu et sommes morts avec leur taux de réussite grâce à un partage des bénéfices avec ces institutions. Mais c'était en fait un courtier portugais qui nous a poussés dans cette voie. Et par la suite, nous avons réalisé que si cela fonctionnait pour eux, cela pourrait probablement fonctionner pour beaucoup d'autres personnes. Et quand je suis parti, je pense que nous avions environ 120 autres institutions financières utilisant notre plateforme pour améliorer l'expérience de trading de leurs clients. Et c'est bien sûr une partie importante de l'activité de Saxo Bank de se cacher derrière des marques blanches où nous pouvons être immédiatement visibles ou non. Vous savez, ils peuvent apposer leur propre nom partout ou quoi qu'ils puissent dire. En collaboration avec Saxo Bank, nous ne nous soucions pas vraiment parce que cela ramène le trading à Saxo Bank, n'est-ce pas? Oui, et cette partie de la marque blanche est devenue une grande chose et elle crée également un écosystème mondial de banques et de courtiers à travers le monde, comme vous l'avez dit, qui a créé une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Donc je pense et je sais que vous parlez de Saxo à nouveau, je veux parler de beaucoup de choses que vous avez mentionnées, le parallèle entre le trading forex à l'époque et maintenant le trading de crypto-monnaies, qui est très similaire, comme vous l'avez dit, et il y a aussi beaucoup de niveaux de perturbation parce que les niveaux de trading ont été, mais avant d'aller à cela, donc si vous regardez l'héritage que vous avez laissé avec Saxo Bank, et je sais qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'études faites, et ça continue, les domaines que vous estimez que de votre héritage et le travail que vous avez fait sur Saxo Bank, que vous diriez vraiment que c'est vos un, deux, trois choses que vous aimeriez souligner. Je pense que le fait que nous avons été des adoptants précoces d'une nouvelle technologie et que nous avons fait fonctionner cela, je pense, était génial et que nous l'avons vu et que nous nous sommes concentrés dessus et en avons fait un succès, je pense, était très important. Une autre chose qui a toujours été très importante pour moi était la culture interne, que les gens étaient heureux de travailler avec Saxo Bank et chez Saxo Bank. Et je pense que la plupart des gens l'étaient et le sont, et peut-être aussi un témoignage que vous me parlez encore après toutes ces années. Mais en fait, quand je rencontre des gens qui n'ont peut-être pas été à la banque Saxo depuis de nombreuses années, ils considèrent toujours cela comme une partie importante de leur carrière où ils se sont amusés et ont appris de nouvelles choses. Donc pour moi, c'était aussi très important. Vous savez, je pense que nous avons trouvé notre propre façon scandinave de construire une culture qui n'est pas aussi impitoyable que certains endroits dans le monde, n'est-ce pas? Mais en même temps, nous étions un peu une bête étrangère en Scandinavie et au Danemark parce que nous étions toujours plus axés sur la performance que beaucoup d'entreprises, n'est-ce pas? Nous avons donc essayé de prendre le meilleur d'une culture étrangère, plus axée sur la performance, et de la combiner avec la culture scandinave un peu plus douce, avec un peu d'empathie et le désir de garder les gens engagés et de toujours se souvenir que lorsqu'une personne choisit de travailler pour vous dans une banque ou dans tout autre contexte, elle est là pour sa propre carrière. Ils sont là pour leur propre développement. Ils sont là pour nourrir leur propre famille. Vous savez, ils ne sont pas là pour me rendre riche ou pour enrichir mon partenaire. Donc, il doit y avoir quelque chose pour tout le monde. Et je pense que nous avons depuis longtemps une très bonne culture là-bas que j'ai apprécié faire partie. Et je suis toujours heureux quand cela arrive de rencontrer des gens qui ont travaillé à un certain moment dans le passé. La banque a 30 ans il y a quelques jours. Je veux dire, il y a une grande empreinte dans d'autres entreprises en foreign exchange et dérivés et CFD et ceci. Et c'est agréable de rencontrer des gens qui ont vu leur passage à la Saxo Bank comme une bonne évolution pour eux-mêmes et un moment qu'ils ont apprécié. Et comme vous vous en souvenez peut-être, nous essayons toujours d'organiser une petite célébration de temps en temps et de nous amuser un peu parce que je pense que c'est important aussi savoir que ce n'est pas seulement à propos de maximiser le résultat commercial. Si vous ne passez pas un bon moment, alors qu'est-ce que ça vaut vraiment, n'est-ce pas?
Oui, je souscris et je pense que je suis un grand fan de Saxo Bank et de votre travail précisément depuis lors à cause de cette culture et de ce sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que vous, mais en même temps quelque chose que vous respectez. Et pour être honnête aussi, après avoir travaillé dans le monde entier, c'est toujours l'une des choses qui m'a poussé en termes de succès parce qu'il y avait une productivité, mais un sens de la culture et un sens de l'amusement. Et je parle de cela avec beaucoup de fierté parce que j'en faisais partie à petite échelle. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que bravo à vous et à Kim et à l'équipe, parce que c'est vraiment assez difficile de créer cette culture et de maintenir la productivité et les résultats. C'est une tâche très difficile. Donc, je pense que j'apprécie cela. Et nous pourrions parler davantage de Saxo, mais je sais que vous créez toujours les nouvelles vagues. Donc, je vais. Nous devrions les laisser faire leur propre truc. J'ai vendu mes 5 niveaux il y a 4 ans et je n'interviens pas du tout. Mais j'ai mon compte là-bas que je ne suis en aucun cas obligé d'avoir. Mais je pense que c'est une bonne plateforme que nous avons construite. Je commerce encore là-bas parfois. Non, fantastique. Alors, allons-y tout de suite à. Donc, vous avez fait le parallèle entre le trading Forex et le trading crypto et Bitcoin. Et je sais que je me souviens qu'en 2009 ou 2010, vous présentiez en fait votre premier Bitcoin que vous avez montré à l'équipe. Je me souviens de cela parce que je le recherchais aussi. Et quand j'ai quitté en 2011, bien sûr, c'était 3 ans après la création, les choses ont vraiment commencé à grandir. Mais en 2011, quand vous parliez de Bitcoin, je me souviens que je travaillais avec quelqu'un de Barclays et il me disait, si vous dites à quelqu'un dans la ville que vous êtes impliqué d'une manière ou d'une autre dans la crypto, vous allez être expulsé de Londres. Je regardais les gars et je disais, oh, parlons-en dans quelques années, mais cela a effectivement été dit par quelques personnes. Alors, pouvez-vous nous dire comment vous êtes entré dans le Bitcoin et la crypto? Parce que bien sûr, maintenant, nous construisons une plateforme technologique blockchain très solide et nous allons en parler, mais comment y êtes-vous entré? Ouais, je me demande un peu le timing, donc c'est utile que vous évoquiez ces années. Je pense que c'est vers 2011 que j'en ai pris connaissance pour la première fois, et c'est à ce moment-là que j'ai Parler de cela, 2009-2010, je vais. changé ma présentation là parce que c'était très tôt si c'était le cas. Mais j'ai repéré cela relativement tôt, ou des amis à moi l'ont repéré relativement tôt et m'ont fait prendre conscience de cela. Et j'aime l'idée de décentralisation et il m'a fallu un peu de temps pour me convaincre moi-même, donc je ne pense pas avoir acheté mon premier Bitcoin avant qu'il ne soit autour de 100 dollars ou quelque chose comme ça, mais je l'ai probablement vu à 10, donc c'est ma faute, oui, mais j'aime l'idée. Et en fait, je l'ai aussi un peu vu comme des objets de trading potentiels pour la plateforme une fois qu'elle a un peu mûri. Je veux dire, ce marché était aussi très mince et personne ne le prenait trop au sérieux. Et je pense que les quelques enthousiastes qui étaient là, je pense qu'en un moment honnête, ils n'auraient vraiment pas cru que cela deviendrait ce que c'est devenu. Je pense que cela aurait été au moins seulement l'enthousiaste le plus fou, non? Parce que c'était un peu une chose marginale à l'époque. Donc j'ai suivi cela plus comme un passe-temps. Je connaissais les gars avant qu'ils ne commencent l'Ethereum. Et donc c'était relativement les premiers jours dans cela. Et j'étais assez enthousiaste. Mais en même temps, ben, vous devez vous rappeler que mon travail de jour était d'être coprésident, directeur général de Saxo Bank. Et là, bien sûr, un domaine en constante augmentation était la régulation et la nouvelle législation, etc. Et je n'arrivais pas vraiment à concilier ces choses dans mon esprit. Certaines personnes veulent une liberté totale et vivre sur la blockchain. Et ici, j'ai une industrie qui est constamment bombardée de nouvelles idées de régulation. Donc, j'ai de plus en plus eu un peu sceptique sur les premières générations. Vous savez, je vois de sérieux problèmes avec l'anonymat. Évidemment, certaines des technologies n'étaient pas si géniales. Je veux dire, c'est une bonne technologie, vous savez, elle ne se casse pas, mais elle n'était pas évolutive. Et même alors, vous savez, avec 7 et 15 transactions par seconde pour le Bitcoin et Ethereum qui n'a pas changé, incidemment, mais même pour nous, depuis Exobank, cela n'aurait pas été suffisant pour trader dessus, exact, parce que nous avons eu des moments de pointe beaucoup plus élevés, droit beaucoup plus haut. Donc, il est assez clair qu'il y a des problèmes ici. Manque de scalabilité, vous savez, un manque de respect pour le monde qui vous entoure.
l'aspect anonymat que nous connaissons de la finance traditionnelle TradFi, c'est absolument hors de question. Vous devez savoir à qui vous avez affaire. De plus en plus, j'ai eu cette sorte de, vous savez, cela ne va pas se passer comme ces gars le pensent. Vous savez, et c'est ce qui m'a conduit à lancer Concordium, qui est vraiment une tentative de combiner les deux choses, n'est-ce pas? Prenez ce qui est génial dans une blockchain, vous savez, la nature distribuée, l'absence de points uniques de défaillance, etc., que nous voyons partout dans la société et certainement dans le secteur financier. Vous savez, une institution tombe et vous avez un gros problème, n'est-ce pas? Alors j'ai pensé, comment prenons-nous ces grandes choses et elles sont géniales, pourraient faire beaucoup pour le secteur financier traditionnel aussi à l'avenir, mais mariées avec ce que je connais de la régulation et de mon travail quotidien à la Saxo Bank sur comment le monde fonctionne vraiment et quelles sont les intentions des régulateurs, des législateurs, etc. Donc c'était un peu la réflexion et je pense que le plus critique est cette chose sur l'anonymat qui est vraiment un non-départ d'un point de vue réglementaire et aussi un non-départ pour les entreprises ou les affaires sérieuses, vous savez. C'est donc là que nous avions comme unique selling proposition clé que pour accéder à Concordium, vous devez être identifié, n'est-ce pas? Cela ne signifie pas que nous affichons votre identité à gauche, à droite et au centre, mais nous devons savoir que vous pouvez être identifié. Et je pense que le cas d'utilisation le plus important est vraiment que vous et moi pouvons nous identifier l'un envers l'autre si nous le choisissons, n'est-ce pas? Ce n'est de loin pas la chose la plus difficile que nous avons faite sur Concordium. Nous avons essayé de construire un projet très solide en commençant par quelques cryptographes de classe mondiale, car je pense que la crypto et la crypto, c'est de la cryptographie, n'est-ce pas? Et si vous construisez une infrastructure critique pour la mission, vous devez très, très bien comprendre la cryptographie. Je ne le fais pas, alors j'ai dû trouver des gens capables de vraiment le faire. Nous avons donc de grands, grands scientifiques sur ce sujet, à la fois en externe dans les universités et en interne, car vous avez la responsabilité que la cryptographie doit être solide comme un roc pour résister aux nombreuses tentatives de destruction ou de piratage, n'est-ce pas? Deuxièmement, nous l'avons construit avec un processus technologique, probablement plus inspiré par notre méthodologie à la Saxo Bank. Vous savez, pas vraiment un truc du genre 5 gaz et filles dans un garage, mais plutôt un processus de construction technologique plus corporatif. Et enfin, en ajoutant, vous savez, par définition moi-même, mais aussi d'autres personnes ayant de l'expérience dans le vieux monde, je sais, le monde réel ou le monde des affaires traditionnelles, peu importe comment vous voulez l'appeler, parce que je pense qu'au final, la fusion, et ce n'est pas la fusion dont tout le monde parle, mais la fusion entre l'ancien monde et le nouveau monde, c'est quand nous atteindrons le véritable succès. Car certainement, la blockchain peut faire beaucoup de choses qui augmenteront, amélioreront les processus dans ces anciens processus du monde. Mais nous pouvons aussi beaucoup apprendre des personnes de l'ancien monde. Ils ne sont pas des imbéciles ou des idiots assis chez Goldman ou JP Morgan ou des choses comme ça. Donc il y a certainement beaucoup de choses que nous pouvons apprendre aussi dans l'autre sens et voir ces choses se rassembler dans le secteur financier et bien d'autres endroits au cours de la prochaine décennie. Je pense que c'est ce qui va vraiment faire une différence, où la blockchain sera une grande réussite, comme l'Internet. Je crois personnellement qu'elle a le potentiel d'être quelque chose de presque aussi révolutionnaire. Mais si cela se produit, il faut aussi qu'il y ait une adoption grand public et ensuite des acteurs plus importants qui peuvent voir l'avantage, plus bien sûr tous les nouveaux modèles qui résulteront d'une bien construite environnement blockchain avec les bonnes protections en place et le respect de la législation générale et de la société autour de vous, tout comme sur Internet, c'était une combinaison d'amélioration de certains processus. La banque SEX est un très bon exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Et finalement, de cela sont sortis des modèles auxquels nous n'avions même pas pensé. Vous savez, les médias sociaux, le Google, ce genre de choses, qui ont été complètement rendus possibles par cette nouvelle technologie. Et je pense que ce sera similaire. Vous savez, il y aura des processus que nous pourrons améliorer grâce à l'utilisation de la blockchain, mais il y aura aussi des modèles d'affaires entièrement nouveaux qui, vous savez,
on ne peut pas vraiment y penser avant qu'ils ne soient là. Par là, et nous ne pouvons pas les prédire, mais ils viendront et seront basés sur la sécurité des données supplémentaires, la confiance accrue entre les parties qui est implicite lorsque vous mettez quelque chose dans un contrat intelligent. Cela se produit, n'est-ce pas? Même si vous insérez une clause dans un vieux contrat et dépensez des milliers de dollars en frais d'avocat, cela ne garantit pas que les choses se dérouleront comme prévu, n'est-ce pas? Pour moi, trouver cette fusion entre ce qui est génial à propos de la blockchain, respecter la société autour de celle-ci et ajouter de la valeur au modèle d'affaires existant, je pense que c'est très important et c'est ce que nous avons assemblé Concordium pour faire. Je pense que la vision est fantastique, surtout pour ceux qui nous écoutent. Donc, Concordium est une blockchain publique de couches, basée sur la science, conçue pour équilibrer la confidentialité avec la responsabilité grâce à sa couche d'identification. Et nous mettrons des liens dans l'interview pour les personnes qui nous écoutent sur YouTube et sur les différentes chaînes de distribution dans le monde entier. Et je pense que l'avantage est que l'identifiant de niveau protocole assure que chaque portefeuille est associé à une identité du monde réel. Et je sais que c'est quelque chose qui est probablement pour les personnes les plus hardcore dans la crypto, un peu polémique, mais pour moi, c'est super important parce que nous ne pouvons pas continuer à avoir une anonymité complète. Et je suis complètement un grand fan de ce qu'il essaye de faire et aussi de l'idée de l'identifiant du tiers fournisseur afin que les gens puissent se conformer, peuvent se faire confiance, mais aussi qu'ils peuvent rester privés avec une preuve à zéro connaissance. Et je pense que c'est une grande chose dont nous avons besoin en ce moment. Donc, Lars, une des choses qui est, comme tu l'as dit, un grand défi. Et bien sûr, nous sommes dans une autre sorte de tempête folle dans le monde de la crypto. Et je pense que c'est ça. Cela arrive souvent. Je comparais en fait l'action d'Amazon avec le Bitcoin et l'action d'Amazon a vraiment beaucoup chuté à plusieurs reprises. Et les gens oublient que si vous regardez simplement la plupart des actions sur Internet et la plupart des parts, elles ont connu des hauts et des bas massifs. Et le début d'Internet était aussi un chaos total, comme vous l'avez dit. Ce n'était pas si je... En fait, je me souviens qu'il y a des articles de Cable News Network qui disent l'Internet est-il une mode? C'est Cable News Network, donc les gens oublient ça. Donc, en termes de l'une des choses que vous avez abordées, qui est vraiment clé, c'est l'ergonomie, l'interface utilisateur, expérience utilisateur, les plateformes et la scalabilité de la technologie. Et c'est un grand défi, car par exemple, en 2021, disons en 2020, il y avait environ 130 millions de personnes utilisant la crypto dans le monde. En 2021, il y avait environ 300 millions, 350 millions. Donc, nous sommes encore au début et bien sûr, cette année, probablement que les chiffres n'exploseront pas à cause de tout ce qui se passe, mais je suis sûr que l'année prochaine, nous pouvons atteindre 1 milliard, car indépendamment de cela, les marchés émergents, je me souviens que j'ai aidé à créer une banque en 2014-15 et c'était entre l'Afrique et l'Asie. Et l'une des choses que nous avons découvertes en premier, c'était en 2014-15, c'est qu'en Afrique, la plupart de la classe moyenne utilisait la crypto et ils ne l'utilisaient pas parce qu'ils devaient le faire. Pas à cause de l'innovation de l'iPod, mais parce que c'était encore plus critique pour eux que les monnaies locales normales. Donc, en tant qu'expert en Forex et technologue, et aussi en tant qu'entrepreneur chez Concordium, comment abordez-vous ces différentes parties? Car je pense que le défi ici est de savoir comment démocratiser les plateformes et la technologie et comment les rendre conformes aux bonnes pratiques. Le monde réel, comme vous l'avez dit, vous devez jouer avec les institutions. Et en fait, je pense que cette crise que nous traversons en 2022 est précisément une crise de maturité. Il faut mûrir. Mûrir parce que cela ne peut pas continuer à être un adolescent. Dans le contexte de Concorde, avec vos partenariats internationaux et votre monnaie, comment voyez-vous cela à long terme que vous allez aussi mettre donc la monnaie et pour les gens qui nous écoutent est la monnaie de Concordium qui est effectivement en cours de négociation et comment regardez-vous ces différentes choses et CCD pour les gens qui nous écoutent? Eh bien, je dirais que ce que nous voyons maintenant avec la vente générale est probablement un peu comme le crack du dot-com en 2001 où, comme vous l'avez dit, tout a augmenté, les gens ne pouvaient pas s'impliquer dans de nouveaux projets assez rapidement et ils ne se souciaient pas de ce qu'ils payaient. Et puis tout à coup, tout s'est effondré et vous avez presque recommencé à zéro. Évidemment, vous aviez quelques expériences, mais ce qu'il est important de dire là est de sorte que la plupart des entreprises ont effectivement fait faillite lors de l'effondrement du dot-com et de cela sont nés divers modèles plus solides.
qui ont ensuite prospéré et sont devenues certaines des plus grandes entreprises du monde, dans certains cas, n'est-ce pas? Et je pense que cela pourrait être la même chose. Ici, je ne pense pas que vous devriez nécessairement vous attendre à ce que tout ce qui est descendu remonte. Je pense que c'est aussi un peu un processus de purification où les choses qui ont vraiment très peu d'utilité, très peu de raisons sous-jacentes d'être, peuvent ne pas sortir de cette crise à nouveau. Peut-être que ce seront de nouveaux projets qui émergeront de cela. Donc, tout comme vous savez, vous finiriez probablement assez mal avec un portefeuille que vous pouvez vous permettre au sommet des 100 premières entreprises Internet. 2001, je ne pense pas nécessairement que sortir simplement et acheter aveuglément maintenant parce que tout est bon marché et la bonne stratégie. Je pense qu'il y a aussi un mécanisme de sélection darwiniste à l'œuvre maintenant où beaucoup de mauvais projets vont être éliminés et pour lesquels ce sera terminal. Donc la grande question est probablement le Bitcoin lui-même. C'est vrai, le Bitcoin a un statut très spécial. En fait, il ne peut pas faire grand-chose. Tout ce qu'il peut faire, vous devez le construire en dehors de lui. C'est vrai, il ne se développe pas solidement construit avec une technologie simple, assemblée par une poignée de personnes en 6 mois. C'est vrai, mais qui que soient de ces personnes. Mais en soi, il dépend extrêmement de la confiance des gens en Bitcoin pour être réellement une réserve de valeur. C'est vrai. Et ce jury, pour moi, le verdict est toujours en suspens. Je ne pense pas qu'il sera jamais une plateforme centrale pour une véritable utilisation industrielle, parce qu'il est tout simplement si inférieur en termes de beaucoup de choses par rapport à beaucoup des nouveaux projets qui ont vu le jour, mais le statut particulier d'être une réserve de valeur peut ou peut ne pas survivre. Vous savez, je veux dire, les gens aiment l'appeler hors 2.0. Si ça obtient ce rôle, ce serait bien pour le Bitcoin, mais vous savez, nous savons que les objectifs sont précieux. Depuis environ 40 000 ans, vous pouvez remonter le temps et les gens collectionnaient de petits marchés d'or dans les grottes. Donc, c'est un peu plus d'histoire et un peu plus de crédibilité. Mais vous savez qui c'est. Vous devriez juste être conscient que cela dépend incroyablement de la confiance de la communauté particulière qui l'embrasse pour le moment, n'est-ce pas? L'utilisation de la crypto-monnaie dans le tiers-monde ou dans les marchés émergents, je suis absolument d'accord avec vous. Elle sert à des fins réelles là-bas parce que vous avez des monnaies locales qui sont extrêmement volatiles elles-mêmes, beaucoup plus que le Bitcoin, mais qui ne vont que dans un sens, n'est-ce pas? Vous avez souvent des microtransactions où vous devez envoyer de petites sommes d'argent. Vous avez une grande diaspora de personnes travaillant à l'étranger qui ont besoin d'envoyer de l'argent à leur famille. Et là, clairement, la crypto a obtenu un rôle qui est difficile pour les monnaies traditionnelles à prendre, n'est-ce pas? Parce que vous savez, si vous envoyez 1 000 $ à Western Union, ils vont vous facturer beaucoup pour cela. Mais si vous envoyez 10 $, ils ne le feront même pas, non? Alors, je pense que cela sert un vrai but. Vous savez, moi, c'est ce que je trouve assez intéressant à voir. Il y a beaucoup de problèmes réglementaires, mais laissons-les de côté pour l'instant. Et aussi l'inclusion des personnes qui n'ont pas réellement accès au compte bancaire, encore aussi partiellement pour des raisons réglementaires, mais ça sert un but, alors que dans les économies plus développées, pour être brutalement honnête, beaucoup de cela n'est que de la spéculation, n'est-ce pas? Et puis, il y a ce nouveau groupe de blockchain qui émerge, que vous pouvez réellement utiliser pour quelque chose, qui sont construites pour supporter une utilisation réelle en termes de scalabilité, en termes de bons contrats intelligents, etc. Et je pense que c'est pour moi la partie excitante. Je me soucie peu de la fluctuation du Bitcoin, sauf comme baromètre du secteur dans son ensemble. Lorsque le Bitcoin est élevé, les gens se sentent plus riches et investissent davantage. C'est donc important en ce sens. Mais en tant que technologie, pour moi, je ne pense pas que ce soit si important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens me tombent dessus pour avoir dit cela, mais je pense qu'il se passe tellement de choses plus intéressantes ailleurs, pas seulement nous, mais un certain nombre d'autres blockchains plus modernes, n'est-ce pas? Donc pour nous,
Vous avez donné une belle description de ce que c'est, mais en essence, nous essayons de construire un meilleur Ethereum, n'est-ce pas? Un morceau d'infrastructure sur lequel vous pouvez réellement construire votre cadre d'utilisation, quelque chose de solide, quelque chose qui peut évoluer, quelque chose qui est construit de manière solide et avec une bonne compréhension cryptographique. Et ensuite, c'est vraiment à vous de décider ce que vous voulez en faire, n'est-ce pas? C'est un peu comme Internet, n'est-ce pas? Internet est stable. Vous pouvez y construire un magasin, vous pouvez y construire une banque, vous pouvez y construire un moteur de recherche. Là. Mais ce n'est pas nécessairement Internet lui-même qui trouve toutes les idées. Et je ne le vois pas ici non plus. Et vous ne pouvez pas vraiment appeler Internet si vous avez une plainte, n'est-ce pas? Donc, pour moi, si je devais faire un parallèle, nous essayons de construire un bon Internet pour que vous puissiez construire votre cas d'utilisation intéressant dessus et que ce cas d'utilisation soit une meilleure conservation des données en soutenant une structure de providence, vous savez, vous aider à distribuer votre œuvre d'art, donc votre musique ou construire un jeu et avoir une économie en jeu. C'est vraiment à vous de décider. Nous essayons simplement de fournir un environnement sûr pour que vous puissiez construire dessus et je pense que dans une certaine mesure, c'est encore non résolu. Problème dans cet espace, tout le monde est genre, oh la couche 1, c'est tellement l'année dernière. Mais ce n'est pas le cas parce que nous n'avons vraiment personne là-bas qui coche toutes les cases en termes de scalabilité, sécurité, compréhension cryptographique. Beaucoup de ce que nous construisons est construit sur du sable et parfois ça tourne complètement mal, comme Terra est un bon exemple, n'est-ce pas? Des centaines de cas d'utilisation sont bâtis sur Terra et soudain, la blockchain centrale disparaît, n'est-ce pas? Et tout votre dur travail est gaspillé, donc vous devez vous précipiter ailleurs, n'est-ce pas? D'autres blockchains dépendent beaucoup, Ethereum en particulier, à cause de la faible évolutivité, mais dépendent très fortement des solutions de couche 2 qui peuvent faire face à ce manque d'évolutivité et aux frais très élevés. Mais ces couches 2, par définition, peuvent y faire face parce qu'elles ont des compromis avec la sécurité qui Ethereum lui-même n'a pas évolué, n'est-ce pas? Vous devez donc choisir votre technologie ici avec beaucoup de soin. Choisissez votre blockchain sous-jacente. Vous devriez regarder très attentivement si vous êtes obligé d'utiliser toutes sortes de technologies associées, car tout à coup, vous commencez à obtenir plus de points de défaillance. Et je pense que blockchain Havana est une blockchain qui peut réellement gérer ces choses, ce qui signifie qu'elle doit être très évolutive, mais que vous réservez au moins très fréquemment des Merkle 3 ou des collections de transactions directement sur la blockchain. Donc, si nous commençons à mettre cela sur des couches 2 non sécurisées, nous n'avons pas beaucoup changé. Alors, nous revenons simplement à utiliser une autre base de données, non? Une blockchain est essentiellement une base de données. C'est un élément clé pour comprendre son fonctionnement. En simplifiant beaucoup le concept, c'est ce que c'est, n'est-ce pas? C'est une alternative à l'utilisation de la base de données que vous avez normalement. En fait, dans la plupart des variantes, c'est une base de données assez médiocre car elle n'a pas la scalabilité, etc., à cause de la couche de consensus. Donc, si vous avez quelque chose où la sécurité de vos données n'est pas très importante, je n'utiliserai pas une blockchain, n'est-ce pas? Si vous avez quelque chose où vous voulez garder vos données en sécurité, par contre, une base de données blockchain est plus sécurisée qu'une base de données traditionnelle où vous avez généralement une institution ou quelques individus qui la contrôlent. Ils peuvent la manipuler, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent supprimer des choses de bonne foi, de bonne foi ou de mauvaise foi. Mais vous êtes vulnérable à quelque chose qui va mal. Et je pense que le problème que la blockchain résout vraiment et que si vous avez besoin de données très sécurisées, alors une blockchain est une très bonne solution. Mais si vous diluez cela en utilisant ensuite des couches 2 qui ne sont pas aussi sécurisées, on pourrait se demander pourquoi ne pas rester avec la base de données SQL, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord. Ouais, c'est le seul moyen pour une blockchain de croître et d'atteindre ce dont l'industrie a besoin. Parce qu'en fin de compte, les données sont tout maintenant, c'est la nouvelle économie. Mais les données n'ont de sens que si elles sont sécurisées et fiables. Je souhaite aborder deux points, si vous avez le temps pour quelques questions supplémentaires, malgré notre temps limité.
Concordia se démarque par son orientation conformité et sa blockchain adaptée aux besoins des entreprises, comme mentionné dans vos documents, et il offre un environnement où des données confidentielles concernant une transaction suspecte peuvent être divulguées alors que la demande est justifiée par une ordonnance judiciaire d'un régulateur pertinent. Le token CCD natif de Concordia sert à payer les frais de transaction faibles, productifs et stables en monnaie fiduciaire. Pouvez-vous partager quelques études de cas de Concordium pour ceux qui connaissent moins le projet? Pourriez-vous partager une ou deux études de cas qui illustrent les points clés mentionnés dans votre document? Oui, je pense que si vous avez un volume élevé de transactions, évidemment, non seulement vous avez besoin de frais bas, mais vous devez aussi savoir qu'ils ne seront pas élevés dans 12 mois, n'est-ce pas? Si vous regardez Ethereum, il y a 3 ans, il y avait des cas d'utilisation qui étaient construits et qui fonctionnaient bien dans les conditions de l'époque, mais qui sont maintenant traversés par, vous savez, des frais de transaction de 30 dollars, 50 dollars, 500 dollars, n'est-ce pas? Ce qui en soi est une absurdité si vous voulez être un élément d'infrastructure. D'où, une fois de plus, l'importance de passer à des solutions de couche 2 pour éviter ce problème. Donc, la façon dont nous obtenons ces frais fixes est évidemment que nous n'avons pas un processus qui n'est pas basé sur la preuve de travail, n'est-ce pas? Donc, nous ne sommes pas basés sur le fait de devoir générer ce très complexe et très consommateur de parvenir à un consensus donc sur notre plateforme. Donc, nous pouvons en quelque sorte définir nos propres frais de transaction et nous les distribuerons finalement à une gouvernance plus large. Mais nous avons également construit une fonction appelée énergie qui convertit automatiquement. Si vous voulez, vous et moi voulons faire un contrat intelligent, nous voulons fixer les frais pour quelque chose à 10 centimes d'euros ou quoi que ce soit. Nous pouvons fixer dans un contrat intelligent, indépendamment de le prix du CCD à ce moment-là, car il y a une conversion automatique vis-à-vis d'un oracle qui fournit ce prix pour la monnaie fiduciaire. Donc, en principe, vous pouvez également fixer vos frais en monnaie fiduciaire et je pense que c'est un élément clé pour une adoption plus large par les entreprises. Si vous ne savez pas à quoi ressembleront les frais dans 12 à 24 mois, certains de ces projets complexes pourraient ne pas être lancés avant cette période. Et vous devez savoir que votre modèle d'affaires ne va pas être immédiatement compromis par l'ajout de nombreuses transactions à la plateforme, n'est-ce pas? Donc, je trouve cela très, très important. Ensuite, il y a l'autre aspect d'un haut niveau de sécurité. Je vais vous donner un bon exemple de cas d'utilisation sur lequel nous travaillons en ce moment. Nous nous sommes associés à une entreprise aux Pays-Bas qui est le plus grand imprimeur privé de timbres et de billets de banque, n'est-ce pas? Principalement des timbres de nos jours, parce que la plupart des gouvernements ont internalisé l'impression des billets de banque, mais ils le faisaient en fait jusqu'à il y a environ 5 ans. Ils impriment la plupart des billets en euros des Pays-Bas, mais aujourd'hui, ils se concentrent surtout sur les timbres. Maintenant, ce qui est important pour les timbres, et évidemment particulièrement pour les billets de banque, c'est qu'ils sont très difficiles à reproduire, n'est-ce pas? Que vous ne pouvez pas simplement vous installer sur votre Xerox et fabriquer vos propres billets de banque ou même vos propres timbres, n'est-ce pas? Donc, ils ont du matériel d'impression très sophistiqué qui ça sécurise ces articles contre la fraude, n'est-ce pas? Maintenant, et en fait, les timbres sont une industrie que vous auriez pensé être en train de mourir car nous ne les utilisons plus très souvent. Cependant, l'usage traditionnel des timbres décline progressivement. Malgré tout, c'est encore la plus grande communauté mondiale de collectionneurs. C'est toujours le cas malgré les CryptoPunks et tout ce que vous avez, les jeux de jeux là-bas. La communauté des philatélistes est la plus grande au monde parmi les collectionneurs. Et ils veulent évidemment continuer cela dans une nouvelle génération, n'est-ce pas? Parce que certains de ces gars sont peut-être d'une autre génération, bien qu'il y ait un intérêt dans les jeunes générations pour cela aussi ces dernières années, mais pour qu'ils puissent avancer, transmettre une partie de cet intérêt à la collection de timbres basée sur les non-fungible tokens est une façon. Et nous allons effectivement lancer le premier état de nation assez rapidement avec des timbres non-fungible tokens d'un bureau de poste national officiel
une grande partie de cette production est désormais destinée aux collectionneurs. Peut-être que 10% de tous les timbres aujourd'hui sont destinés aux collectionneurs plutôt qu'aux lettres, n'est-ce pas? Alors, dans un tel scénario où vous devez avoir le même degré de certitude contre l'activité frauduleuse, le choix de la blockchain est important, n'est-ce pas? Vous prenez beaucoup de soin à ce qu'il soit difficile de reproduire l'objet physique. Vous voulez avoir le même degré de certitude qu'il n'est pas abusé dans l'espace virtuel. Donc là, la combinaison de notre couche d'identification, de notre infrastructure ultra sécurisée, etc., se prête très bien. Je pourrais donc vous donner un exemple de cas d'utilisation. Mais l'idée entière que vous voulez aussi prouver qui est l'émetteur d'un Near Field Communication, d'où vient-il réellement. Vous savez peut-être aussi à qui cela va. Si vous voulez ces informations, demandez-les à la personne concernée. Et s'il veut vous le donner, il peut le faire. Toujours une identification privée. Mais s'il refuse, ne lui vendez pas. Si c'est une condition préalable pour vous, n'est-ce pas? Donc, dans des domaines comme celui-ci où nous sommes étroitement liés, le problème, et je dirais que cela concerne en fait la plupart des entités, il y a beaucoup de fraude et en général, les droits de propriété intellectuelle, où vous vendez un design, vous vendez une œuvre d'art, vous vendez un fichier numérique précieux, vous voulez avoir ce lien fort avec la personne de qui vous l'achetez réellement, ce qui rend également plus facile de repérer les personnes qui vous ont essentiellement arnaqué, n'est-ce pas? Je pense que ce sont de très bons cas d'utilisation pour cela. Et ensuite, je dirais que, vous savez, cette industrie a tendance à sauter sur chaque mot à la mode qu'elle peut trouver, n'est-ce pas? Le dernier est donné probablement le métavers, hein, n'est-ce pas? Métavers, blockchain, même chose. En réalité, ce n'est pas du tout pareil. Je ne vois aucun besoin intrinsèque de blockchain pour le métavers. Nous avons eu des métavers comme Second Life pendant de nombreuses années sans blockchain. Les Sims en 1989 étaient un métavers. Pas besoin de blockchain, n'est-ce pas? Donc, pourquoi avez-vous besoin d'une blockchain dans ce cas si vous pouvez également argumenter que la plupart des jeux sont un type de métavers, vous savez, et encore une fois, pas de blockchain, n'est-ce pas? Il n'y a donc pas de lien direct entre blockchain et métavers. Mais là où il y a un lien intéressant, c'est si vous avez un métavers qui fonctionne bien et que vous avez une économie en jeu ou dans le métavers et que vous voulez sécuriser certains actifs qui circulent, qui sont achetés et vendus. Si vous voulez savoir avec qui vous interagissez dans un métavers, une couche d'identification pourrait être très utile, n'est-ce pas? Vous pouvez donc vraiment vous identifier à quelqu'un d'autre dans le métavers. C'est donc là que je pense qu'il joue un rôle si vous avez ce besoin particulier et vous ne l'avez peut-être pas toujours. Vous savez, si vous allez dans un métavers et que vous dansez sur la piste de danse et que vous regardez un concert numérique ou quelque chose comme ça, vous n'avez peut-être pas besoin de savoir avec qui vous dansez, tout comme vous allez au pub. Vous ne commencez pas à demander à tout le monde leur passeport avant de commander une bière, n'est-ce pas? Mais ensuite, si cela va au-delà et que vous voulez faire une affaire ou que vous voulez échanger une valeur ou quelque chose comme ça, ou que vous voulez être absolument sûr de qui est l'autre personne, alors une infrastructure comme Concordium pourrait être très utile. Et c'est là que je vois plus le rôle de la blockchain. Si vous avez des économies en jeu ou dans le métavers que vous devez avoir sûres et sécurisées, c'est le rôle de la blockchain plus que toute autre chose, n'est-ce pas? Et nous voyons aussi quelques demandes à ce sujet parce que tout le monde veut construire le métavers en ce moment et je pense que nous allons voir beaucoup de tentatives ratées dans cet espace, mais je pense que ceux qui réussiront auront en fait besoin, au moins pour une partie de leurs activités, d'une économie sûre à l'intérieur de ces métavers. Oui, et je pense que c'est complètement ce genre de... J'adore votre métaphore. Si vous allez à une fête, demander le passeport n'est pas nécessaire, surtout pour répondre à quelqu'un. C'est une excellente idée. Je pense que vous devez la citer dans votre Twitter. C'est une bonne idée que nous utiliserons ici. Donc, je pense que vous avez récemment écrit un article avec précisément le président directeur général de la banque, des notes et un imprimeur de timbres, Royal John et Shell et Chenet. Et j'adore ce que vous, les gars, avez écrit parce que cette citation, je pense, touche ce que vous avez dit, mais je pense, donne une nouvelle direction. Donc, ces applications de métaverse pourraient révolutionner la
façon, et je vous cite les gars, la façon dont nous pensons, entre autre chose, la valeur des billets physiques dans le monde numérique qui, à son tour, pourrait assurer leur survie dans le monde fondamentalement ou entièrement numérique que nous approchons rapidement, mais pour que cette réalité se manifeste pleinement, nous devons nous assurer qu'elle est construite sur une base plus sûre, plus digne de confiance et finalement sans contrefaçon. Donc je veux insister sur cela parce que c'était dans le contexte de ce que vous venez de dire, les billets de banque, les collectifs qui pour le moment représentent 90% de l'or. Pour 100 à 90% des non-fungible tokens en tant que collectif. C'est donc là que les gens vont. Le monde de l'art en reste vaste, mais pas autant que ce qui se passe actuellement. Enfin, non, tout, comme vous l'avez mentionné, il ne s'agit que de collections numériques, mais dans le métaverse, nous aurons quelque chose de différent. Je voudrais être un peu plus provocateur pour mes 2 ou 3 dernières questions, si vous avez encore 5 à 10 minutes. Ça, si l'un des défis actuels est que nous avons notre avatar numérique. Je ne parle pas encore des avatars qui, comme vous l'avez dit, seront beaucoup plus avancés dans le métaverse. Je révèle d'ailleurs que je construis moi-même cette technologie. Mais le défi est que nous avons déjà un avatar de données. Il y a un grand avatar de données que Google et tous ces gars ont, Dinesh et tout le monde qui nous écoute. Ces données sont disponibles à l'achat moyennant un certain prix. Évidemment, lorsque vous commencez à configurer l'idée de ces données, ce que vous faites à Concordia est une grande chose. Et je pense que c'est la plus grande chose sur Internet parce qu'il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée globale pour nous. Et c'est fragmenté. Mais par exemple, en réalité, le Danemark, j'ai vécu 6 ans entre le Danemark et la Suède. Vous avez un numéro personnel et vous êtes plus avancé sur ce point qu'il ne l'était sans blockchain. Mais le point, c'est que c'est une bonne réflexion, mais cela ne fonctionne que pour votre pays. Donc, le point actuel est que cette identité numérique dans le monde physique et le monde numérique va être dépassée avec le métaverse. Parce que la technologie du métaverse, par exemple, d'ici 2030, sera une industrie de 13 000 milliards, ce qui est 10 fois plus grand que toutes les cryptos dans le monde. C'est en fait une recherche de Citibank. Alors, comment voyez-vous cela? Parce que je pense que c'est la convergence des données. Et je pense que c'est là que Concordium peut avoir un grand impact, mais aussi là où l'industrie doit aller un pas en avant. Comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas seulement de résoudre la spéculation ou d'en créer une nouvelle sur la Terre centrale ou le bac à sable, mais de créer une véritable utilité des cas, ce qui est pour moi le plus important, comme vous l'avez mentionné auparavant. Oui, je dirais que je suis un fervent croyant en quelque chose comme le métavers. C'est clair que notre technologie nous pousse avec une certaine vitesse vers un endroit où nous pouvons avoir des expériences assez significatives dans un monde numérique. Et si vous pensez à 20, 30, 40 ans dans le futur, je pense réellement que nous passerons une très grande partie de notre temps dans des situations de la vie réelle, mais dans le métavers, n'est-ce pas? Et elles seront très authentiques et pourraient nous donner l'opportunité de vivre beaucoup de choses que nous ne pourrions pas vivre dans notre vie physique quotidienne, si vous voulez. Donc, je suis un grand croyant et cela ne peut que devenir de plus en plus grand, je pense, peut-être au point qu'en 100 ans, vous savez, nous pourrions vivre presque toute notre existence là-bas parce que ce serait beaucoup plus excitant que de marcher en haut et en bas de votre rue locale, n'est-ce pas? C'est donc un mouvement, sans aucun doute. Nous ne sommes pas très avancés dans ce mouvement. Ce n'est pas encore très convaincant, mais ça viendra. Et cela signifie bien sûr que les magasins voudront vendre là-bas, les gens voudront faire des affaires, les gens voudront rencontrer d'autres personnes socialement, de bien des façons, n'est-ce pas? Et puis, à mesure que cela devient de plus en plus, vous savez, consommateur du temps que nous passons dans le monde réel ou le monde physique traditionnel, il n'y a rien d'irréel en soi dans un univers virtuel. Mon point de vue est également réel. Mais vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Bien sûr, dans le monde physique. Si je te rencontre dans la rue et que je sais à quoi tu ressembles, je peux être assez sûr, à moins que tu n'aies un sosie, que c'est bien toi, n'est-ce pas? Alors qu'en fait, dans un métavers, je pourrais avoir quelqu'un avec un avatar parfait de toi et je serais probablement sûr que c'était toi, mais ça pourrait être quelqu'un de complètement différent, n'est-ce pas? Et pour cela, bien sûr, tu as besoin d'avoir une certaine possibilité d'identification, n'est-ce pas? Il faut avoir cette option pour pouvoir prouver à chacun qui nous sommes.
Il se pourrait aussi que tu veuilles ressembler à un dinosaure et que je veuille ressembler à un éléphant, mais mais, nous pourrions prouver que nous étions Denis et Lars, n'est-ce pas? Puis, la plus grande partie de notre économie, qui devient, plus cela devient important, n'est-ce pas? Et plus nos vies sont laissées dans ces environnements, ce qui, je pense, pour les personnes très jeunes aujourd'hui, constituera une partie très substantielle de leur vie, plus tous ces éléments sont importants. L'autre chose qui est très importante, ce sont les actifs qui s'y trouvent. Je veux dire, pouvez-vous vraiment prouver qu'il n'y en a qu'un de ceux-ci et un de ceux-ci ou 100 de ceux-ci ou quel que soit le nombre? Aujourd'hui, si vous entrez dans un jeu, vous pouvez acheter du contenu supplémentaire sur lequel il gagne beaucoup d'argent. Mais pouvez-vous être certain qu'il n'en crée pas simplement des milliers d'autres exemplaires? Ou qu'il en existe plus que vous ne le pensez, n'est-ce pas? Il y a en fait pas mal de résistance de la part des grands éditeurs de jeux, car ils ont cette économie aujourd'hui et ils ne voient aucun avantage particulier à ce qu'une blockchain vienne perturber la belle économie qu'ils ont. Mais les joueurs eux-mêmes devraient de plus en plus exiger cela. Ils ne le sont pas pour le moment, ce que je comprends parfaitement des publicistes, mais je ne comprends pas vraiment les joueurs, car certains de ces gars sont les mêmes qui disent oh, nous dépendons tellement de points uniques de défaillance dans les banques. Ils affirment que dans un jeu, vous dépendez d'un point unique de défaillance. Donc, j'aurais pensé qu'ils ont un fort intérêt pour que l'économie devienne plus indépendante, plus sûre, plus sécurisée de ce point particulier de défaillance avec lequel ils interagissent maintenant, n'est-ce pas? Donc, en bref, je pense que le métavers est grand, quoi qu'il en soit, car il y aura de nombreuses tentatives pour le construire et peut-être dans un futur lointain, quelque chose se regroupera autour d'un très grand métavers, mais il y aura toujours beaucoup de poches latérales, sans aucun doute. Mais si cela devient crucial, vous aurez besoin de sécurité. Et en fait, nous avons ici l'opportunité d'avoir un monde beaucoup plus sûr, vous savez, parce que nous pouvons savoir avec qui nous avons affaire. Nous pouvons savoir s'ils possèdent ou ne possèdent pas les choses qu'ils disent posséder. Nous pouvons savoir que les choses qu'ils nous vendent ne sont pas contrefaites ou frauduleuses, vous savez. Donc, en fait, je pense que les projets de blockchain bien réfléchis, ils sont un excellent amplificateur de cela, un excellent amplificateur de confiance, et les gens se sentent beaucoup plus à l'aise pour mettre une partie de leur économie dans cette direction qui devrait être dans l'intérêt de toutes les entreprises. Je suis complètement d'accord et c'est vraiment un élément clé. Je pense qu'en fin de compte, il s'agit de confiance. Tout ce qui est de l'argent de valeur est une question de confiance, mais je pense que les nouvelles directions dépendront de ce que nous faisons. Si vous obtenez un Message de quelqu'un sur Instagram ou Facebook Messenger ou quelque chose comme ça, et c'est un peu étrange ou ça ne ressemble pas à en tant qu'ami, vous allez vérifier, n'est-ce pas? Vous êtes inquiet et vous ne répondrez peut-être même pas à une personne que vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Parce que vous n'avez aucun moyen de vérifier leurs références. C'est vrai, franchement, cela m'arrive plusieurs fois par an. Quelqu'un crée un faux profil sur Instagram ou il crée un faux profil sur Facebook et ils prennent un peu de mon curriculum vitae et une photo de moi et republient mes 10 derniers posts et ensuite ils commencent à envoyer des messages à mes amis sur les réseaux sociaux, les gens avec qui j'interagis et disent, tu sais, bah, j'ai une offre spéciale pour toi, si tu m'envoies 10 dollars, je t'enverrai un bitcoin ou quelque chose comme ça. Donc nous n'avons pas cette confiance aujourd'hui et alors certainement, si je vois quelque chose de quelqu'un où le nom est clairement faux et qu'ils n'ont aucun abonné et qu'ils ont été initiés hier, c'est comme un signal dangereux, n'est-ce pas? Donc nous pouvons résoudre tous ces problèmes. Nous pourrions résoudre ces problèmes aujourd'hui. Cependant, recevoir un message sur Instagram ou Facebook Messenger n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Mais si vous passez beaucoup de votre économie et beaucoup de votre temps dans un métavers ou pour ce qui est de cela, dans l'un des médias sociaux, vous savez, nous ne pouvons pas vraiment faire cela confortablement parce que nous sommes si incertains de ce avec quoi nous avons affaire. Alors nous ne sommes pas sûrs si les gens ont les droits de ce qu'ils essaient de regrouper, nous ne sommes pas sûrs s'ils sont qui ils prétendent être, etc. Donc je pense que nous avons beaucoup à offrir à cette industrie depuis l'espace blockchain pour rendre tout le monde plus à l'aise pour interagir
et donc être des utilisateurs plus actifs et de plus grande valeur économique pour ces plateformes, n'est-ce pas? Je pense que ça arrive quotidiennement. Beaucoup de gens prétendent être moi sur Instagram. Certains d'entre eux ont fait exactement ce que vous avez dit. J'ai eu des cas de personnes qui sont venues me voir. J'ai effectivement envoyé de l'argent à un de vos profils. Donc cela se produit pendant que nous parlons. Et c'est un gros problème sur Internet où nous avons la plupart des bots. Il y a la lutte entre Elon Musk et Twitter. Mais c'est un gros problème. Et c'est un gros problème pour l'Internet en général. Et cela devient trop idéal. Donc je suis conscient de votre temps. Et j'apprécie tellement que nous n'ayons pas touché. Donc je pense que, en conclusion sur Concordium, je pense quelle est votre vision et votre équipe de direction pour les prochaines, disons, quelques années. Je sais que vous êtes très occupé. Y a-t-il quelque chose que vous voulez souligner parmi vos projets actuels et futurs? Je pense que j'ai en quelque sorte décrit, nous voulons construire un morceau d'infrastructure vraiment fiable qui répond aux besoins des personnes qui veulent construire leur propre cas d'utilisation. Nous pourrions construire quelques cas d'utilisation et je suis impliqué dans divers projets, mais vraiment, je veux donner un morceau d'infrastructure que si vous êtes une entreprise ou un cas d'utilisation ou quoi que vous soyez, vous pouvez construire en confort. Et si vous sentez que vous avez besoin de cet aspect d'identification particulier, eh bien, alors nous avons un choix assez évident parce que vraiment, personne d'autre ne fait ça. Mais ma vision pour cela est vraiment de continuer à construire une blockchain vraiment, vraiment solide. Nous aspirons à créer la meilleure blockchain au monde. Nous voulons assurément en faire partie, n'est-ce pas? Et construire quelque chose qui peut cocher toutes les cases, cocher les cases de non-anonymat, cocher la case de la scalabilité, cocher la case de pouvoir traverser des doudillions technologiques, vous savez. Cocher les cases de l'idée d'avoir de la responsabilité, mais en même temps de la vie privée aussi, parce que la vie privée elle est complètement différente de l'anonymat. Le droit à la vie privée, je pense, est presque un droit de l'homme pour les interactions, mais l'anonymat ne l'est pas, ou du moins, vous devez assumer beaucoup de conséquences que les gens ne feront rien avec vous. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Et bien sûr, en second lieu, nous essayons de sensibiliser les gens à ce que nous faisons, construire un écosystème plus grand, obtenir plus de cas d'utilisation, obtenir, espérons-le, beaucoup de petits cas d'utilisation amusants qui font beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui, mais aussi obtenir de très sérieux cas d'utilisation d'entreprises qui peuvent montrer à d'autres entreprises, voici une façon dont nous pouvons réellement faire cela de manière distribuée et sans permission, sans avoir toutes sortes d'inquiétudes concernant la technologie, la sécurité et le risque de réputation, etc. Donc, c'est notre principal objectif chez Concordium. Et je suis heureux de signaler que je pense que nous avons un afflux croissant de cas d'utilisation qui commencent à voir cela, qui commencent à voir que vous devez aussi faire une certaine diligence raisonnable sur la technologie que vous utilisez. Ce n'est pas seulement celui qui vous donne la plus grande subvention, je vais construire là-bas. Ça ne vous aide pas si cette blockchain ne disparaît dans un an, donc je suis très positif sur ce que nous construisons. Je pense que c'est vraiment en train de se développer de la façon dont nous le voulions. Et je suis aussi de plus en plus optimiste quant à notre capacité à réellement faire passer ce message aux gens. Mais bien sûr, il y a beaucoup de gens qui cherchent à attirer l'attention. Donc, c'est un marché hautement compétitif. Et pour nous obtenir de véritables cas d'utilisation qui prouvent à d'autres entreprises que nous pouvons vraiment utiliser ça, je pense que c'est crucial. Magnifique. Et je pense que c'est un message puissant dont nous avons besoin dans le monde de la blockchain. Pour finir, et je pense pour conclure, sur, je veux aborder Seer Capital, qui bien sûr est l'une de vos initiatives qui a été en cours depuis, surtout après que vous ayez quitté Saxo complètement. Je ne sais pas si vous voulez en parler un peu. À propos de, donc nous mettrons aussi le lien sidecapital.com et votre bureau familial et véhicule d'investissement. Oui, c'est ce que c'est, ça existe en fait depuis longtemps parce que c'est pas ma vieille société de portefeuille. Mais quand j'ai quitté la banque, j'ai pensé que je ferais mieux de la pimenter un peu et de lui donner sa propre identité. Donc, la société existe depuis longtemps. C'était toujours le véhicule que j'utilisais pour posséder mes actions à la Saxo Bank, etc. Donc, aujourd'hui, j'ai transformé cela en une unité plus opérationnelle, mais c'est toujours en quelque sorte mon bureau familial, je dirais.
où je fais des investissements dans diverses choses à partir de cette sorte de boîte à argent que j'ai là. Et c'est là que, vous savez, vous avez gentiment mentionné certains de mes clubs de sport et mes restaurants. Et tout ça sont là avec un certain nombre de choses technologiques et un nombre croissant de choses blockchain parce que j'essaye de me concentrer sur l'investissement dans divers cas d'utilisation de la blockchain en ce moment parce que je pense que c'est probablement le plus grand, c'est probablement la plus grande opportunité en ce moment pour mettre quelques navires à l'eau là-bas avant que la blockchain ne décolle vraiment, vous savez. Donc voilà, je l'annonce de cette semaine. Donc oui, je l'annonce presque ici, mais j'ai alloué une partie à des cas d'utilisation que je veux construire sur Concordium, soit sous forme de subvention, soit d'investissement direct. Donc, quelqu'un est assis là à penser, je construis ce cas d'utilisation de blockchain excitant. L'identification semble intéressant. Je vais y jeter un œil. Eh bien, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil là-bas et vous pourriez avoir de la chance de m'inspirer tellement que je peux aider un peu financièrement. Mais c'est essentiellement ma société de portefeuille pour tous mes investissements. Et j'ai un flux continu d'idées d'investissement. Beaucoup de gens me proposent des choses et occasionnellement, j'en choisis certaines et j'investis dedans. Donc, si vous avez une excellente idée ou un cas de blockchain en phase initiale, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et envoyer le... Information nécessaire. Mon équipe et moi allons y jeter un œil. Merci. Et je vais souligner cela. Pour la dernière question, comme nous avons presque dépassé 1 heure et demie et que je veux respecter votre temps, bien que j'ai beaucoup plus de questions. Nous avons beaucoup de dernières questions. Dans le dernier, 10 minutes ce sera le dernier. Alors, en termes de, en tant qu'entrepreneur en série et aussi en tant qu'homme d'affaires prospère pour les jeunes entrepreneurs et les leaders de start-up. Et je pense que les personnes qui cherchent même des solutions de blockchain parce que c'est ma communauté, quel serait le meilleur conseil que vous donneriez aux gens? Parce que je pense que c'est une chose très importante pour tous ceux qui écoutent. je pense que tout d'abord, vous avez vraiment besoin de... Je veux dire, en supposant que vous parliez de personnes qui veulent réussir et créer une bonne ou même une excellente entreprise un jour. Eh bien là, je dirais quelque chose. Vous devez vraiment aimer ce que vous faites, n'est-ce pas? Hein, vous ne devriez pas le faire simplement parce que vous pensez que c'est très ennuyeux, mais probablement que je gagnerai beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Parce que tout d'abord, cela prendra un certain temps avant que vous ne le fassiez. Et deuxièmement, si vous ne vivez pas vraiment pour cette idée, je doute fort que vous aurez beaucoup de succès. Donc, je pense que même si cela rapporte moins d'argent que de prendre une autre voie à court terme, je pense que vous devez aimer ce que vous faites. Vous devez l'aimer suffisamment pour pouvoir vous lever tôt le matin, même si vous avez passé une très mauvaise journée la veille. Alors, choisissez quelque chose que vous aimez et que vous pensez qui vous inspire vraiment et que vous pensez vraiment qui peut faire une différence pour vos clients ou pour votre communauté ou quel que soit votre projet. Mais vous devez vraiment avoir un amour profond pour cela car il y aura des jours difficiles et ceux-là aussi, vous devrez les surmonter. Deuxièmement, je dirais sur la même note, vous devez être persistant encore pour la même raison. Il y aura des jours difficiles. Et si vous reculez à chaque fois que vous avez une route difficile et dites que je vais bouger et essayer autre chose, eh bien, alors vous pouvez juste attendre que les jours difficiles se présentent dans ce prochain projet. Reculez de cela, allez au troisième et attendez que les prochains jours difficiles se présentent. Vous devez vraiment croire en quelque chose et vous aimez vraiment ce que vous faites. Vous devez être persistant aussi quand les choses ne sont pas si géniales. Vous savez, troisième chose qui est très impopulaire quand je dis ça dans les écoles de commerce, mais que je parle occasionnellement, et vous avez probablement une idée que vous allez faire quelque chose de différent ou de mieux ou de perturbateur ou quel que soit le mot de passe que nous pouvons penser. Mais si vous ne savez absolument rien de cette entreprise à partir de l'expérience pratique, je dirais que vos chances de succès sont assez limitées, je pense. Que s'il y a quelque chose que vous voulez vraiment travailler, allez faire le travail difficile de prendre un emploi dans cette industrie pendant quelques années. Et si vous l'avez déjà, concentrez-vous sur quelque chose que vous connaissez, parce que les gens que vous essayez de perturber ne sont pas des idiots. Vous savez qu'ils ne vont pas se coucher à plat sur le dos et juste dire, oh,
une idée perturbatrice m'a été présentée et je vais m'allonger et mourir. Ils vont riposter et ils connaîtront cette entreprise mieux que vous. Donc, je pense qu'il est important d'avoir au moins quelques connaissances. Et bien sûr, en fonction de votre âge, combien de connaissances pouvez-vous avoir et vous ne devriez pas passer toute votre vie à acquérir des connaissances et ensuite le faire, votre start-up en tant que retraité. Mais vous devez comprendre un peu ce que vous faites parce que les autres le font, les gens avec qui vous allez concurrencer le font. Donc, je pense que ce sont des choses clés. Il faut aimer ce que vous faites, il faut être persistant, il faut avoir un peu de connaissances sur ce que vous essayez de révolutionner. Mais à part ça, c'est une excellente chose, avoir votre pied sous votre propre table. Vous ne gagnerez peut-être pas autant d'argent qu'avec un bon emploi au début, vous ne le ferez peut-être jamais, mais vous pouvez quand même passer un meilleur moment parce que vous êtes une personne libre, vous prenez vos propres décisions et vous travaillez avec quelque chose avec lequel vous voulez travailler, sur lequel vous pouvez avoir un impact. Donc, si vous avez le courage, et vous devriez avoir le courage et la persistance, alors essayez. Vous savez, si vous pensez que c'est un peu trop risqué pour moi, il n'y a rien de mal à avoir un bon travail. La plupart des gens dans ce monde ont de bons emplois. Espérons que certains d'entre eux sont heureux et épanouis. Donc, vous devez l'avoir dans votre ventre. Mais si vous avez ce courage et êtes prêt à prendre des risques, alors c'est une excellente chose à faire pour être le maître de votre propre destin, si vous voulez. Ce sont des mots merveilleusement inspirants. Merci beaucoup. Je respecte et je suis très reconnaissant de vous avoir ici. Je pense probablement que je répéterai une autre fois sur la partie technique de votre équipe à l'avenir. Mais j'apprécie vraiment votre temps. Ce fut un moment très inspirant et c'est 1 heure et demie. Je pense que j'ai des questions pour 2 heures de plus, mais probablement que nous le ferons autour d'un bon vin ou quelque chose comme ça dans un avenir proche. Merci beaucoup, Lars. Merci de m'avoir invité et bonne chance pour tout. Merci beaucoup. Merci.